La voiture, on la fabriquait de A à Z. C'était à l'époque les châssis en aluminium. On se bagarrait quand même avec des teams qui étaient McLaren, Ferrari. Ah ouais, non mais c'est délirant. Il y a Ron Dennis qui nous regardait, qui dit les gars, au prochain tour de Césaris, il sera devant vous, quoi. Et puis on fait la pole, quoi. En même temps, on faisait le championnat aussi FIA, donc. Ouais. Et puis là, on continue de gagner tout, quoi. Alors, Philippe, qui es-tu? Écoutez, on va dire que je suis normand d'origine et j'ai démarré, j'ai fait un CAP de mécanique auto, suivi d'un BEP, et puis je suis surtout un passionné de sport automobile depuis tout petit. Quand il a fallu partir travailler, j'ai naturellement essayé de travailler dans le sport automobile. Donc j'ai fait un stage de mécanicien de compétition, et puis à partir de là, j'ai rencontré un pilote avec lequel j'ai débuté, qui faisait de la Formule Renault Europe à l'époque, c'était en 77. Donc là, tu fais de la mécanique en Formule Renault avec ce monsieur-là. AGS, tu les rencontres en Formule Renault. Je vais à l'armée en définitive. Ouais. Et en rentrant de l'armée, monsieur Julien, j'avais besoin de travailler. Donc monsieur Julien me dit, pas de problème, tu descends dans le sud. Être manager d'une équipe comme ça à l'époque, c'était... Enfin, ce monsieur Julien a été... Parce que c'est un nom qui est quand même assez connu, mais je crois qu'on entend peu parler de... Oui. Il fallait être un peu fou, il fallait avoir des rêves dingues. C'était quoi comme personne? C'était lui, pareil, c'était le petit garagiste de Gonfaron qui avait fait des courses de voiture, après qui avait décidé de faire sa voiture. Et puis de fil en aiguille, son apprenti, qui était un mec hyper doué, a commencé à dessiner un peu les voitures, enfin les suspensions pour commencer. Puis après, il a dessiné une voiture c'est vraiment à l'ancienne, sur la planche à dessin. Et puis hop, on pliait les pièces au fur et à mesure qu'on avait le dessin qui arrivait. Et puis tout se faisait comme ça, quoi. Et la voiture, on la fabriquait de A à Z. C'était à l'époque les châssis en aluminium. Ouais. Donc on fabriquait les couples, il fallait river les châssis, popper les châssis, faire tout le développement de la voiture et tout ça. Et c'était vraiment intéressant. On apprenait vraiment tout. Ça formait les mécaniciens, ça formait les ingénieurs. Surtout, tu savais ce sur quoi tu travaillais. Voilà, c'était pas du... Et puis on connaissait sur quoi on travaillait. Et donc là, cette période en Formule 2, tu es donc chez AGS. Oui. Il passe combien de temps en Formule 2 et pourquoi et comment est-ce qu'il passe en Formule 1? Comment ça se passe? Changement d'ambiance? La Formule 2 chez AGS a démarré en 78 et il y a eu plusieurs saisons. Donc la saison d'après, AGS gagne quand même le Grand Prix de Pau en Formule 2. On passe en Formule 1 en 86. C'est quand même génial de voir un petit poussé comme ça qui vraiment avec 10 doigts construit des bagnoles, réussit à faire Formule Renault, F2, F3000, voilà. F1. F1. Et on démarre la Formule 1, on est 7, la première course... C'est vraiment une team qui arrive en Formule 1 avec les mastodontes de l'époque. Ouais. Vous êtes 7, vous regardez les panards en disant il est un peu vide notre pit. Complètement. Hein. Comment les mecs qui roulent, qui ont leur team, pour qui c'est installé, comment est-ce qu'ils vous perçoivent? Ils sont sympas et ils vous rient un peu au nez, ils s'en foutent? Non, malgré tout, ils savaient déjà ce qu'on avait fait en Formule, dans les formules précédentes. Quand même, en Formule 2, on avait gagné des courses. En Formule 3000, on avait mis la pression, on avait fait des pôles, on était dans le coup, quoi. Donc, toutes les étapes franchies par AGS, je dirais ça s'était quand même pas trop mal passé, avec les petits moyens qu'on pouvait avoir par rapport à d'autres. Mais on était respectés dans le paddock quand même. Ils savaient que on se démenait, on faisait le maximum. On se bagarrait quand même avec des teams qui étaient McLaren, Ferrari. Ah ouais, non, mais c'est délirant. Avec, à l'époque, il y avait Ron Dennis qui était le patron de chez McLaren, donc, qui avant était en Formule 2 dans un team Rondel et qui avait créé son team en Formule 2 où il avait comme pilote De Cesaris. Et je me souviens qu'au Nürburgring, quand même, pas le circuit et autres, ils étaient juste à côté de nous. Et puis Richard Dallès, qui était un type remarquable dans les conditions difficiles et sur des circuits justement comme pouvait être le Nürburgring, c'était le grand circuit, avait fait un bon temps au premier tour. Et Ron Dennis qui nous regardait, qui dit les gars, au prochain tour de Césaris, il sera devant vous, quoi.
Et puis, bah, on fait la pole, quoi. Mais on fait la pole, je crois que c'était 11 secondes d'avance. Bon, ce qui était sur ce circuit, 10 ou 11 secondes d'avance. T'as 22 km quand même. Donc après, bah, voilà, c'est magique. C'était magique pour nous. Et puis, c'est pour ça qu'on avait quand même un peu de respect quand on est arrivé aussi en Formule 1, quoi. Parce que les gens nous connaissaient quand même. Les débuts, du coup, ça se passe comment? Les débuts en Formule 1, bah, on fait que 2 courses la première année. Hein. On fait Monza et puis le Portugal Estoril. Ouais. Et puis ensuite, bah, voilà, on s'embarque pour faire la saison complète. Donc Reka s'engage pour faire la saison complète. On évolue, on fait encore une voiture évoluée. Et puis bah, de fil en aiguille, on fait quand même des petits résultats. Et jusqu'à ce que Philippe Streff arrive. Alors on fait une 6e place. Là-dedans, on fait une 6e place quand même à Adélaïde. Ouais. Donc, Grand Prix de Formule 1 en Australie. Ouais. 6e aujourd'hui, je pense qu'il y a bien des équipes du bas de tableau qui aimeraient bien faire 6e. Ça, c'était notre 2e année. Donc, c'était déjà quand même une belle perf pour nous. Quand est-ce que ton poste évolue pour un métier qui est encore plus de l'ombre, une espèce de grand chef d'orchestre? Alors, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est... déjà chez AGS, au départ, il y avait personne qui parlait l'anglais. Hein. C'était l'équipe du Sud, hein, donc, et tout ça. Donc moi, j'avais appris l'anglais quand j'étais jeune, un petit peu avec l'école. Et puis mes parents m'avaient envoyé en Angleterre. Donc je sortais un petit peu mon épingle du jeu. Donc avec ça, je me suis retrouvé à négocier peut-être avec des fournisseurs ou des personnes comme ça pour Monsieur Julien. Et puis ensuite, même sur les Grands Prix, Monsieur Julien, quand il fallait aller aux réunions avec Bernie Ecclestone ou les patrons de chez Ferrari, Ken Tyrrell et compagnie, pour l'anglais, il faisait appel à Philippe. Donc du coup, Philippe s'est un peu fait connaître dans le milieu. Et puis ça m'a ouvert des portes, quoi. Et puis du coup, je me suis mis à m'occuper de l'organisation grâce à ça, quoi. Et puis j'ai plus trouvé ma voie qui était la mienne. Et puis Monsieur Julien avait quand même des difficultés financières à gérer AGS. Donc là, AGS se trouve vendu, revendu plusieurs fois. Il y a eu différents directeurs. Et puis, on faisait toujours appel à Philippe et autres. Et puis, à un moment, je me suis presque retrouvé à la tête d'AGS, alors que malgré moi, parce que voilà. Donc, j'ai dit, bon, là, on va commencer à regarder ce qui se passe. J'ai un petit peu pris peur parce que... AGS était encore en F1 AGS était encore en F1 et j'ai un petit peu pris peur parce qu'on n'arrivait plus à payer, je dirais, les pneus, les fournisseurs et tout ça. J'avais quand même une certaine responsabilité, les sponsors n'arrivaient pas ou les financiers n'auraient pas comme il aurait fallu. Donc déjà le personnel n'était pas payé, donc on s'est réunis avec tout le personnel et puis là on a décidé de dire stop parce qu'on ne voulait pas s'embarquer dans un truc où ça n'allait plus, quoi. Ouais. Donc fin de l'histoire AGS. Mais pas fin de l'histoire de la Formule 1, puisque derrière, il y a l'équipe Larousse qui descend ici au circuit Paul Ricard, à côté. Ouais. Donc Larousse, pareil, avait besoin de quelqu'un, donc j'ai postulé. Et du coup, il n'y a pratiquement pas eu d'arrêt, puisque j'arrête en 92, fin 91 avec AGS. Et 92, 93, 94, je suis chez Larousse, qui est juste à côté d'ici aussi. 2 ambiances différentes ou pareil, petite team de Français Non, déjà Larousse c'était déjà. Ils avaient déjà roulé, ils étaient basés sur Paris, ils avaient déjà roulé avec des Lola. Ouais. Et ensuite, moi, quand j'ai attaqué, ça a attaqué avec Venturi. Ouais. Venturi qui était à la tête de l'opération. Et puis, comme ingénieur et bureau d'études, c'était des Anglais, Robin Aird, ancien de chez Marsh, okay. Avec les ingénieurs qui faisaient le développement, la voiture, et Larousse ne faisait que l'exploitation, quoi. Après, il n'y a pas eu trop de résultats. Il y a eu une année difficile parce qu'on n'a pas arrêté de casser des moteurs. Alors il y avait les moteurs Lamborghini, il y a eu aussi les moteurs Ford avec lesquels on n'arrêtait pas de changer les moteurs, quoi. Je dirais, ouais. C'était en permanence et puis du coup les résultats n'étaient pas là, quoi. Donc au bout de 3 ans, fermer la boutique, quoi. Ouais.
Et puis après la Rousse, bon, je ne veux pas dire c'est une année un peu sabbatique, mais je fais un petit peu plein de choses. Et puis j'avais connu Patrick Tambay, et puis il faisait le rallye raid, le rallye Paris-Pékin avec René Medj, qui organisait le rallye. Donc je dis écoute à Patrick, ça me plairait bien. Un petit peu d'aventure, ça va pas me déplaire. Si tu me connais, quelque chose à faire, donc là, je suis partant. Pas en concurrent, plutôt en pour l'organisation, voilà. Je savais pas, j'avais envie de bouger. Et puis sur le rallye, je me suis occupé des véhicules, mais j'ai un peu fait tout, pas mal de logistique aussi. Il y avait des problèmes de livraison d'essence, donc on traverse la Russie, le Kazakhstan, enfin tous les pays et autres. Et puis avec des litres et des litres d'essence dans les camions. Et puis alors, on était même tombé en panne avec le camion, on avait changé le joint de culasse sur le bord de la route. Donc on s'était arrêté au bord de la rivière pour pouvoir remettre de l'eau après. Donc on changeait le joint de culasse, bon ça c'était les petites anecdotes. L'aventure continue et il y a un moment, ils brûlent les champs de blé pour la jachère, on appelle ça. Et puis il y avait le feu et autres, et puis le Russe conduisait. Enfin, de temps en temps je conduisais le camion, mais au début il me faisait pas trop confiance, mais bon ça allait après. Et puis ça devait être riche, les discussions pendant 5000 km. Ah bah oui, c'était même lui, russe, quand on était à l'autre bout de la Russie, il se comprenait pas déjà avec les gens parce qu'ils avaient des patois, des dialectes différents, quoi. Et puis il y a un moment, je vois des champs, ça fumait, en train de brûler. Là, je me dis bon, ça va. Et puis alors, les Russes, c'est des têtes brûlées, hein. Et le gars, il conduisait le camion et tout. Je dis mais il va s'arrêter, quoi. On a de l'essence derrière et autres. Et puis les fûts qui étaient à moitié percés de temps en temps, enfin qui fuyaient et tout. Je dis mais là et autres. Et là, le salaire de la peur, là. Là, le gars roule sur la route, ça brûlait sur le bord, là, sur le bas-côté. Tout juste, il se décalait à gauche de l'autre côté pour l'autre. Et j'étais là, je serrais les fesses. Et puis j'ai dit, bon, on va jamais sortir parce qu'on ne savait pas si ça brûlait 100 mètres, 200 mètres et autres. Et il rentre dans le nuage de fumée, quoi. Et voilà, et c'est passé. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter. Ça, c'était un truc de malade. Et tu l'as fait plusieurs fois, Non, je l'ai fait qu'une fois, hein. Il y en a eu deux, d'ailleurs. D'organiser, il s'appelait exactement le Master. Je crois que la plaque est là derrière. Organisation, c'était en 95. Ça. Paris Moscou, Ulaanbaatar, Beijing. Et puis là-dessus, vu mon côté des merdes, au mois de septembre-octobre, il y a Georges Groine qui faisait l'assistance pour Citroën à l'époque. M'appelle, me dit écoute, si tu veux, cherche quelqu'un pour pareil pour le Paris-Dakar. Donc j'ai fait le Paris-Dakar avec Citroën et puis l'équipe Citroën. En orga du coup, enfin coordination. Coordination pour voilà, mais aussi s'il y avait une partie de mécanique à faire, j'étais là aussi. Ouais. Entre-temps ou juste un peu avant, j'avais quand même alors, je ne sais plus dans l'ordre. Jürgen Barth me dit Philippe, j'aurais besoin de quelqu'un pour aller dans un team. Jürgen Barth que je connaissais de l'époque Larousse, qui avait été le patron de chez Porsche et qui s'occupait de l'organisation de pas mal de choses. Me dit Philippe, il y a Jacques Lecomte qui cherche un peu quelqu'un pour son team. Ils sont basés à Poitiers, tout ça. Si tu veux. Bon, je dis écoute, du GT, pourquoi pas, hein. Bon, j'avais quand même fait de la Formule 1 et tout ça, c'est sympa. Bon, on a fait ces quelques courses, et puis là-dessus, Hugues de Schoenack démarrait avec les Vipers l'aventure, c'était à côté de chez moi ici. Ouais. Eh bien, j'ai dit à Jacques, écoute, désolé, mais là, je ne vais pas continuer. C'est Hugues qui t'a appelé Voilà, il y avait un programme international qui démarrait avec Oreca. Moi, j'avais l'expérience de l'international, hein, avec la F1, avec tout ça. Donc, Hugues, que je connaissais un petit peu, je dis, écoute, on va essayer de démarrer ça. Et puis, voilà, j'ai démarré, c'est comme ça que je suis rentré chez Oreca, quoi. Et là, on est en face de quand même concurrents sérieux, où sort la McLaren à l'époque. Ouais. Et autres. Et donc, nous, avec la Viper, il faut savoir quand même que quand on est arrivé avec la Viper, tout le monde s'est dit, mais vous rigolez là, avec votre truc là. Ça ne marchera jamais, ça. Aujourd'hui, il n'y avait que Porsche en GT. Ouais. Porsche, c'était motorisation, propulsion. Et les gens connaissaient que ça en endurance, en sport automobile, pour faire les 24 heures du Mans. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec votre truc là? Et on a prouvé que ça pouvait marcher, quoi.
Donc là, on développe la voiture, ça commence à fonctionner, le P1 s'arrête et le championnat BPR démarre et là ça devient GT2, ils appelaient ça GT2. Donc on développe la voiture pour GT2, donc il n'y avait plus les P1 et d'entrée on pouvait gagner des courses au classement général là, donc on n'était plus barré par les protos. Donc là on gagne quelques courses, je me souviens Monza, Silverstone, enfin les 1000 km c'était des... Donc là on se bagarrait dans la grande classe quoi. Donc, là on parle du passage en GT2 ou... Voilà, oui c'est le FIA GT exactement. Voilà. Et puis 2000, autant que je me souvienne, 2000 c'est... on fait le championnat même avant, 99 et 2000, on fait le championnat aux États-Unis aussi, on fait l'American Le Mans Series pour Chrysler. Donc là, pareil, on monte une équipe là-bas, donc moi je m'occupe. Toi tu pars aux US ? Ouais, on est installé à Atlanta, on fait ce championnat aux US. En même temps, on faisait le championnat aussi FIA, donc. Ouais. Et puis là, on continue de gagner tout, quoi. Well, he could use the front bumper. Oh, look how close they're getting. Here they come, final corner, the right-hand lap car there. Here comes Pilgrim drawing up onto the back bumper. Wendlinger is going to hold on and score the victory for Dodge. Undefeated since they joined the American Le Mans Series here at Mosport 1 year ago. Wow. 6 races in 99, now 6 in 2012 for 12 for Team Viper. C'était la folie cette époque. C'était la folie. Et puis avec la même équipe, on voyageait, on était d'un côté et de l'autre, on faisait les deux championnats, on n'arrêtait pas quoi. Il y a deux choses quand même avec la Viper. Il y a Daytona où on déboule la deuxième année avec 3 voitures. Et du coup, parce qu'on était parti pour se battre contre Corvette pour gagner la catégorie GT. Ouais. Mais sauf que les protos ont eu tellement de problèmes, on s'est fait une telle bagarre avec Corvette, c'était vraiment un grand prix jusqu'à la fin. Ça va être génial. Et puis c'était génial parce qu'en plus il faut savoir que quand même Daytona c'est quand même un circuit, on va dire Chevrolet. Ouais. Donc rien à voir avec Chrysler et tout est fait, même le règlement et puis même les safety cars et les interventions pendant la course, c'est toujours pour essayer que ce soit Chevrolet qui gagne. Ouais. Et là, le petit team français s'est démerdé bien. Voilà, les protos ont eu des problèmes et puis du coup, on gagne les 24 heures de Daytona au classement général, quoi. Donc 15 secondes ou 18 secondes devant Chevrolet. Donc c'était une belle performance et puis là, Chrysler, naturellement, était ravi. Il ne savait plus comment nous remercier, quoi. So they have made it. They will get the photo and they're going to get the win. Coming out of NASCAR Turn 4, the 38th running of this great American classic is going to go into the record books for more reason than one. The Dodge Viper with Carl Wendlinger takes the checkered flag and the win at the Rolex 24. The celebration down in pit lane, well deserved. C'est une aventure de dingue. Une belle aventure là. Et qu'est-ce qu'il fait Philippe aujourd'hui ? Eh ben, Philippe aujourd'hui il travaille toujours un petit peu avec Toyota principalement. Ouais. Il organise encore des petits trucs chez Oreca mais très peu. Je reste je dirais avec Toyota parce que c'était quand même un beau programme et puis il y a Le Mans, il y a toutes ces belles courses on va dire. 3 victoires au Mans, maintenant si on peut en décrocher une autre avec la nouvelle voiture et puis s'il y a de la concurrence, ça sera bien sympa. C'est vrai que les victoires au Mans, le seul regret c'est que les victoires qu'on a eues, il y a eu un petit peu moins de concurrence. Mais il y a la défaite en 96, en 2016 pardon. Ouais. En 2016 où franchement on perd Le Mans à un tour de l'arrivée on va dire, où là franchement il y avait la concurrence et nos amis de chez Porsche on les avait quand même réellement bien battus. Là. Il n'y avait pas de souci. Donc voilà, cette défaite est un petit peu effacée après par les titres malgré tout et on a fait le job. Ah, la 5, plus de puissance. Incroyable, attention! Non, c'est pas possible. Non, non. La 5 a plus de puissance. 199 km/h. La Toyota qui plafonne à 200 km/h dans les lignes droites. Il n'a plus rien. Et regardez, il est rentré en tête dans le dernier tour. Et Niliani
Et Audi va gagner ces 24 heures du Mans. C'est invraisemblable ce scénario. On reste médusé chez les Japonais. Bouche bée pour Hugues de Chaunac. Un tour. C'est incroyable, c'est horrible. Ça raconte un peu l'ambiance dans les paddocks quand t'as ça, mais ça de la folie. Là, c'est un truc de fou parce que moi, il y a 2 tours de l'arrivée. Donc 7-8 minutes de l'arrivée. Et là, il y a les commissaires qui viennent me voir. Ils disent bon, bah, faut vous préparer à aller sur le podium, quoi, là, naturellement. Donc il me dit tu récupères les pilotes. Il faudra les emmener à la tour par derrière, les 2 autres pilotes. Et ceci, cela. Donc moi, je vais voir les pilotes. Je me souviens très bien et autres. Ils étaient assis derrière dans le stand. Puis je leur dis les gars, il va falloir vous préparer et tout. Et puis là, ils n'avaient pas la radio sur les oreilles. Et là, moi j'ai la radio et là j'entends Nakajima qui dit no power, problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? 2 coups de machin, les ingénieurs devaient régler ça, mais on ne comprenait pas ce qui se passait, quoi. Et il y a un effet de panique dans le team parce que ils essayent de régler en lui disant non mais ça va le faire, ça roulait encore un petit peu, mais il n'y avait plus de puissance. Et puis moi j'ai mes 2 pilotes donc en face de moi. Donc je leur dis, attendez. là, quand tu dis les ingénieurs ils réglaient les trucs, c'est qu'ils étaient à distance sur leurs ordi. Avec la radio, ils essayaient de dire voilà. toi Okay. sur le volant tu touches tel bouton. Ouais. Voilà, mais ils ne voyaient pas d'où ça venait sur le moment. Et là, c'est après quand on a ouvert la voiture, enfin après l'arrivée, qu'on a vu que c'était cette durite-là qui avait cassé, quoi. Et là, moi, j'ai les 2 pilotes en face de moi et je leur dis, ils me voient, je dois changer de couleur et autres. Et puis, je pouvais à peine leur dire, mais attendez, là, on est en panne, quoi. J'étais en train de leur dire d'aller sur le podium. Et puis, donc là, tout le monde effondré dans le stand. Et là, c'est la désolation, quoi. C'est la désolation complète. Moi, je savais plus où me mettre. Je vais dans le fond du camion, je n'en pouvais plus, quoi. C'était l'horreur, quoi. Tu vas pleurer dans le fond du camion parce que ça faisait des années qu'on se bagarrait pour cette victoire. Là, on l'avait enfin. Vraiment, on l'a mérité, je pense. Et puis voilà, quoi, ce problème. Comme quoi, le Mans, jusqu'au dernier tour, c'est pas gagné. Et on n'est pas allé sur le podium. Dingue. Un truc de fou, ouais.